Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des coulisses de la réserve crypto américaine. C'est assez fou ces histoires autour de XRP, de Solana, de XRP qui aurait fait du lobbying pour Solana. Bref, je vous parle de tout ça dans un instant. On va parler aussi d'autres actualités. Il s'est passé plein de choses. On va revenir un petit peu sur le piratage de Bybit. On va revenir sur des nouvelles cryptos qui pourraient avoir leur ETF lancé aux États-Unis. Et commençons tout de suite avec le cours des cryptos. Un BTC à 91 000 $ plus 1,5%, Ether quasiment 2300 $, XRP plus 5%, 2,62 $. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? C'est que le P-Network, on me demande souvent de parler du P-Network, mais regardez la market cap du P-Network, on est à 13 milliards de dollars. C'est déjà dans le top 12 des plus grosses crypto-monnaies. Si on enlève les stablecoins, on est déjà dans le top 10. Donc c'est assez fou ce que vient de faire le P-Network. Je vous ai dit, moi, j'avais pas aimé le mécanisme de lancement du P-Network avec cette incitation à télécharger l'application, à faire une sorte de minage qui n'était pas réellement un vrai minage, qui incitait les gens à inviter les utilisateurs. Ensuite, il fallait faire un KYC et les tokens sont toujours bloqués, on peut pas retirer, on peut retirer qu'une partie. Il y avait un certain nombre de choses qui m'inquiétait, on va dire, qui m'inquiète toujours un petit peu, mais là, ce que je peux dire sur le P-Network, c'est jamais j'aurais parié sur une market cap à 13 milliards de dollars, clairement, hein, je le dis. Et mais là, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la FDV. La FDV, elle est à plus de 100 milliards de dollars. Donc une FDV de ce type, c'est complètement démesuré par rapport au projet. On est en train de frôler la market cap, regardez, de 100 milliards avec ça fait plus 187 milliards de FDV. On se rapproche tout simplement d'Ethereum. On est à un niveau extrêmement élevé, donc faut faire vraiment attention au niveau des tarifs, au niveau du prix de P-Network et surtout des DIR tokens qui vont petit à petit se débloquer parce qu'il y a plein de gens, je vous l'ai dit, ils ont des tokens bloqués, ça se débloque régulièrement. Mais en tout cas, bravo à tous ceux qui ont farmé cet airdrop pendant 5 ans, 6 ans, je sais plus combien de temps. Finalement, ça paye. Mais voilà, moi je crois que j'avais téléchargé l'application, mais j'ai jamais fait aucun process par la suite. Ensuite, on a eu Donald Trump qui a un peu assoupli sa position sur les droits de douane pour les constructeurs automobiles mexicains et canadiens. Donc les droits de douane sont toujours en place sur les autres industries, mais sur l'aspect voiture, il a assoupli ça jusqu'au 2 avril. Laisser le temps aux gens de s'adapter, potentiellement trouver un accord d'ici le 2 avril aussi. Les marchés asiatiques ont plutôt bien réagi à ça. Même certains marchés boursiers, on va dire aux États-Unis, le Dow Jones Future, ça se passe plutôt bien. Donc bon, globalement, ça, c'est une petite bonne nouvelle, mais honnêtement, c'est pas grand-chose. Les droits de douane sont toujours en place, il y a beaucoup d'incertitudes toujours autour de ça. Et surtout, ça change constamment, ça change au moindre tweet de Donald Trump. Donc il y a cette incertitude là depuis quelques temps qui risque de continuer. Et je vous l'ai répété plusieurs fois, le marché n'aime pas l'incertitude. Donc on risque de continuer comme ça pendant un moment. Et j'ai vu cette analyse du patron de Bitwise, le société d'investissement qui a pas mal d'ETF, ils font pas mal de demandes d'ETF. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant. Il y a le patron qui a fait tout un article sur la réserve crypto américaine en disant en fait que le marché n'a pas vraiment bien réagi à tout ça, que cette proposition c'est juste de toute façon une première proposition et c'est pas la proposition finale, qu'il y aura d'autres pays qui vont se mettre à acheter des bitcoins suite à ça. Pour lui, il n'y a pas de doute et je partage complètement cet avis. Quand les États-Unis vont passer cette réserve, et pour moi ça va passer au moins avec du BTC, et le pire des scénarios, ça va être les cryptos qui ont été saisis aux États-Unis ne vont pas être vendus. Quand il y aura ça, il n'y a pas de doute que d'autres pays vont se mettre à acheter massivement des cryptos. Et pour lui, une fois aussi que ça va être acheté, les démocrates, même s'ils arrivent au pouvoir, ne pourront pas les vendre facilement sans se mettre à dos une grosse partie de l'électorat et que ça se fera pas, ça sera comme l'or. Donc bon, on verra. Et en fait, au final, pour moi, le message, c'est que en fait, le marché n'a pas suffisamment bien réagi à cette réserve et c'est pas encore pricé, on va dire. On n'est pas sur un bail de rumeur, celle de news pour lui, on est encore dans un achat massif qui n'a pas encore été effectué et on risque d'avoir, lors de l'annonce de la réserve, par exemple, supposons, je vais dire le scénario optimiste, les États-Unis annoncent un achat de 1 million de bitcoin sur plusieurs années, et ça pour moi, ça va vraiment faire pumper le cours du BTC. Ensuite, on parlait un peu des coulisses de cette réserve crypto. On se rappelle la surprise générale quand on a eu le tweet de Donald Trump quand il a annoncé avoir dans la réserve du XRP, du Sol et du ADA, sans même mentionner Ethereum et Bitcoin. Il a corrigé 2 heures plus tard.
Mais en fait, selon Unchained, qui est un journal crypto très connu, en fait, on aurait eu Ripple Labs, donc la société derrière XRP, qui a fait du lobbying auprès du président Trump pour inclure Solana dans la réserve. En gros, il voulait pas qu'il y ait juste du Bitcoin et du XRP, ça serait trop flagrant et ça serait complètement bête, on va dire, d'avoir que ça. Là, quand ils ont inclus BTC, Ether, donc les plus grosses cryptos, et ensuite rajouté du XRP, de l'ADA et du Solana, eh ben on voit pas que Solana est particulièrement avantagé par rapport aux autres cryptos. C'est assez légitime d'avoir, si on choisit, on va dire, les cryptos américaines, d'avoir du Solana à la 6e place des crypto-monnaies, d'avoir du XRP à la 3e place des crypto-monnaies, d'avoir du Cardano à la 8e place. C'est totalement légitime et il n'y a pas eu de bad buzz autour du XRP particulièrement. Pour moi, les gens sont plus focalisés sur Cardano d'ailleurs que sur XRP. Donc c'est peut-être la stratégie de XRP, ça a plutôt bien marché parce que les gens ne mettent pas en cause fortement la présence de XRP, pas plus que Cardano encore une fois. Et là, le débat, il est plus, est-ce qu'on veut avoir une réserve 100% Bitcoin ou pas 100% Bitcoin? Et c'est tout le débat, c'est tout ce qui va être échangé avec le groupe de travail crypto au cours des prochains mois. On rappelle, ils doivent donner une réponse dans quelques mois au président pour implémenter tout ça et ensuite avoir un cadre réglementaire qui devra être voté d'ailleurs au Congrès, au Sénat aux États-Unis pour faire passer tous ces sujets. Mais vraiment très intéressant et très de voir la stratégie très astucieuse, j'ai envie de dire, de Ripple de pousser Solana pour pouvoir s'inclure eux-mêmes dans cette réserve. Ensuite, la loi narcotrafic, c'est un projet de loi en France sur un certain nombre de choses liées pour lutter contre le blanchiment d'argent. Il y a 2 points liés à la crypto. Un, directement sur les mixeurs, sur l'interdiction des mixeurs, l'interdiction de la présomption d'innocence quand on utilise un mixeur. Au final, ça, c'est encore en train d'être discuté. On n'est pas sûr que ça va être enlevé. Mais l'article qui prévoyait d'introduire des backdoors dans le chiffrement des messageries de type WhatsApp, Signal, etc., ça vient d'être retiré. Donc ça, c'est une bonne chose. On n'aura pas de backdoor sur ces messageries. On n'aura pas de portes dérobées qui permettent à l'État d'écouter les conversations et surtout à des acteurs malveillants qui pourraient eux aussi rentrer dans ces portes dérobées pour écouter les conversations. Les sociétés en question auraient sûrement juste quitté la France pour ne pas respecter ça parce que c'est vraiment une grosse faille de sécurité. Ensuite, le piratage de Bybit. Qui a gagné de l'argent avec ce piratage de Bybit? Il y a les pirates bien sûr, mais il y a aussi les divers services qui ont été utilisés par les pirates, tels que Paraswap, qui est un agrégateur d'exchange décentralisé. Donc quand vous voulez faire un swap, d'ailleurs c'est complètement bête de passer directement par l'interface Uniswap par exemple, vous allez perdre des frais énormes parce qu'il y a des frais sur le front-end, c'est-à-dire sur le site web Uniswap, alors que si vous passez par un agrégateur comme Paraswap, comme OneInch, moi je préfère DeFi Lama qui est un agrégateur d'agrégateurs, et ben là vous n'allez pas avoir ces frais, vous allez chercher le meilleur prix pour l'achat au niveau des exchanges décentralisés. Et en fait, Paraswap, ils gagnent de l'argent aussi parce qu'ils ont aussi leur propre pool avec des personnes qui déposent de la liquidité. Bref, ils ont gagné de l'argent avec ce piratage parce qu'il y a le pirate qui est passé par Paraswap pour faire des trades. Ils ont gagné exactement 44,67 Ether. Donc c'est une somme non négligeable. C'est pas des millions non plus, hein, mais c'est toujours quelque chose que Bybit peut espérer récupérer. Et ils ont fait une proposition sur le forum de gouvernance de Paraswap pour récupérer cet argent. Et là, ils sont en train de prouver que c'est bien eux qui ont fait cette proposition. Là, il y a tout un débat. Est-ce que Paraswap doit rendre cet argent ou pas? C'est de l'argent qui appartient à Bybit, mais c'est pas la faute vraiment de Paraswap. Bref, c'est assez vague. Il y a eu des précédemment où Alchemix avait perdu de l'argent et au final c'était Coinbase qui avait reçu l'argent et Coinbase avait refusé de rembourser. Donc on sait pas. Honnêtement, on n'en a aucune idée. Ça va être le plus simple, je pense, pour eux, c'est juste de payer ça pour éviter une bataille juridique avec Bybit. Et on a aussi Thorchain, on en a parlé aussi. Les pirates sont beaucoup passés par Thorchain. Et il y a un wallet qui est une interface en fait sur Thorchain, ça s'appelle AsgardX. Ils ont gagné 900 000 $ avec ce piratage. Il y avait des frais aussi sur l'interface, ils ont gagné 900 000 $ avec ça. Et là, a priori, eux, ils refusent complètement de rendre l'argent pour le moment. Donc ça pose des questions. Là, en fait, ceux qui défendent le fait de ne pas rendre cet argent en disant, Ethereum aussi a gagné de l'argent avec les validateurs qui ont validé les transactions. Est-ce qu'on demande aux validateurs de rendre l'argent? Est-ce qu'on demande ensuite aux personnes qui sont aux mineurs du Bitcoin de ne pas accepter les transactions minées liées à la Corée du Nord? On va pas jusque là, donc il y a bien une limite qui est mise à un moment donné et c'est compliqué de choisir où est mise cette limite.
C'est pas simple, mais je pense que quand vous êtes une société, un DAO où vous avez la capacité de tracer les fonds et vous savez qu'ils sont sur telle wallet et que ça vient d'un piratage, et ben oui, il vaut mieux les rendre. Ça va simplifier beaucoup de choses pour la suite et surtout vous n'aurez pas de problème avec la justice ou autre. Pour moi, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Là, je vous ai expliqué comment ça marchait les exchanges, plutôt les agrégateurs et tout d'exchange. Si vous voulez creuser un peu tout ça, vous savez pas trop, vous êtes toujours sur des exchanges centralisés, vous voulez chercher à découvrir la DeFi, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, je vous parlerai de tout ça pour que vous soyez vraiment dans de bonnes conditions pour découvrir ça de manière sécurisée. Alors, ensuite, parlons de Mika. Je vous avais fait la news sur Binance qui allait retirer l'USDT de Binance, mais qu'ils allaient laisser en fait le dépôt, le retrait, le transfert. Et là en fait on a une clarification des règles autour de Mika, où ils disent clairement que pour les stablecoins, c'est juste le trading de stablecoin qui est interdit, des stablecoins non Mika qui est interdit, mais les exchanges, les plateformes pourront toujours accepter dans le sens dépôt, retrait, transfert entre utilisateurs de stablecoin non Mika. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais malgré tout, on va voir disparaître petit à petit les paires de trading et je pense que les Européens vont basculer sur d'autres stablecoins. Honnêtement, ça coûte pas grand chose de basculer sur de l'USDC et c'est ce qui va se passer pour moi pour 90% des gens ou plus. Et ensuite, on a eu deux nouvelles news autour des ETF crypto US. On a Canary Capital qui a fait une demande pour lancer un ETF Axelar. Donc Axelar, vous savez, le bridge, la Cosmos Chain et qui fait plein d'autres choses et qui est vraiment très intéressant, assez bien comme bridge. Moi, je n'utilise pas forcément, j'ai utilisé par le passé, mais je préfère d'autres actuellement. Et donc là, le cours a bien augmenté suite à cette annonce, 14% de hausse. Et on a Bitwise qui a fait la demande officielle pour le S1, donc un élément aussi pour lancer un ETF, cette fois pour le ETF Aptos. Donc c'est une étape en plus. Bitwise, ils ont fait pas mal de demandes de TF crypto et là on est en train de voir voilà, il y a énormément, je vous le répète plusieurs fois, de TF crypto qui sont à l'étude par la SEC et on devrait en avoir beaucoup sur l'année 2025. Pour moi, il n'y a pas de doute que si on discute de réserves crypto avec de ADA, du XRP, etc., pas de doute que la SEC va accepter des ETF XRP, Solana et même beaucoup d'autres projets. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.